Bonjour, bienvenue à cette discussion autour des livres qui ont inspiré Netflix. Alors, pour changer, je ne me suis pas mise devant ma bibliothèque, mais devant ma télé. C'est un peu moins joli à regarder, mais je trouvais que c'était un peu plus de circonstances pour le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc pour le moment, comme on n'en est que deux, je vais attendre un peu s'il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter. Et pour ceux qui regardent, est-ce que déjà vous regardez Netflix? Parce que c'est devenu un peu, je veux dire, la référence pour tout le monde Netflix, mais tout le monde en fait ne regarde pas Netflix. Donc est-ce que vous regardez Netflix? Et si oui, est-ce que vous aimez lire les livres avant même de regarder une série ou un film qui a été adapté de cet ouvrage? Moi, comme vous l'avez deviné, je préfère lire avant. Alors, c'est arrivé plein de fois, évidemment, où j'ai regardé un film ou une série sans savoir qu'il y avait un livre à la base ou une bande dessinée, et du coup, je l'ai fait par après. Et parfois, on a des bonnes surprises, parfois, on a des mauvaises surprises, donc je trouve ça intéressant. Je vois que Noémie, c'est Netflix Forever. C'est pas pour rien qu'on s'entend aussi bien toutes les deux. C'est vrai que, bah, voilà. Et donc, Aurore nous dit qu'elle préfère toujours lire les livres avant parce que sinon, elle est déçue. Tu veux dire que tu es déçue par la lecture parce que les films et les séries sont mieux à la base? Ou Ah oui, et Noémie, tu fais le contraire. D'abord, tu regardes et puis tu lis. Moi, je trouve que dans tous les cas, ça dépend. Comme je disais, moi, il y a des fois où je le fais sachant pertinemment qu'il y a un livre et que je préfère pas. Mais si c'est un truc qui me tente vraiment beaucoup, alors je le fais d'abord le livre. Ah oui, déçu par les films. Bah oui, forcément, on est généralement, je trouve, déçu par les films et les livres. C'est vrai que quand on commence du coup par le média visuel, passer au livre, c'est toujours plus une agréable surprise. Voilà, mais je vais commencer tout de suite par ces fameux livres qui ont inspiré Netflix parce que effectivement Netflix sort des nouveautés tellement régulièrement et c'est pas pour rien, c'est parce que il s'inspire beaucoup de choses qui existent déjà. Je dis pas que c'est pas du travail d'adapter ça, mais c'est plus facile quand l'histoire existe déjà. Alors les livres que je vais vous présenter, je vais vous les présenter par âge. Donc je vais commencer par les plus jeunes et puis je vais monter euh, dans l'âge tout simplement. Netflix, ils classent leurs séries, leurs films par plusieurs catégories. Il y a les tout public, les 7 ans et plus, 13 ans et plus, 16 ans et plus et 18 ans et plus. Ici, je vais pas parler de 18 ans et plus, je vais parler des 7, 13 et 16. Je vais commencer bien évidemment par les 7 ans et plus. Alors, il y a une série qui s'appelle Boss Baby, qui est donc bien pour les enfants. Il y a même eu un film de DreamWorks, je pense, il y a quelques années. Et en fait, Netflix l'a repris pour en faire une série de dessins animés. Et en fait, à la base, c'est bien un album jeunesse qui s'appelle C'est bébé qui commande. Donc, dans le film, dans la série, on a un grand frère qui voit que son bébé petit frère est un patron. En fait, ici, dans l'album, c'est tout simplement des parents qui ont un bébé pour la première fois et qui doivent répondre à toutes ces exigences. Donc, l'album est très chouette pour les tout petits. Il se lit très vite. Et puis après, Netflix a extrapolé toute une histoire derrière, assez intéressante, où les épisodes durent plus ou moins 25 minutes et qui est chouette à regarder pour les enfants et pour les parents, je trouve. Le livre suivant dont je vais vous parler, c'est Les œufs verts au jambon. Alors, le Dr Seuss, c'est une référence aux États-Unis, donc c'est un auteur américain que nous, on connaît un peu moins bien. On connaît le Grinch, évidemment, mais il est moins connu ici dans le monde francophone parce que c'est un livre qui se lit en langue originale surtout, qui est plein de rimes et qui est difficile à traduire. Mais donc voilà, ici on a Les œufs verts au jambon. Et Netflix en a fait une petite série pour les enfants aussi, chaque épisode dure une petite demi-heure. Alors ça ne raconte pas exactement l'histoire ici, parce que à nouveau c'est un livre où il y a
pas beaucoup de pages, donc pas une très très longue histoire qui pourrait faire tenir sur plusieurs saisons. Mais c'est le même monde, c'est les mêmes personnages que dans ce livre qui sont repris dans cette série Netflix. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est dit, il y a un narrateur, un peu comme le Grinch, donc c'est narré et quasiment tout rime, parce que c'est la marque de fabrique du Dr Seuss et c'est un monde complètement fantastique en fait. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler d'un film. Je vais vous parler du film La famille Willoughby, donc, qui est basé sur le livre de Lois Lowry. Alors Lois Lowry, on le connaît par son grand classique, c'est Le Passeur. Et ici, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. 2010 quand même. Je me fais vieille, les livres ont l'air beaucoup plus récents. Donc c'est un livre qui a quand même 10 ans et ils viennent de sortir un film, un long métrage donc basé sur l'histoire. Où ici on est dans une famille avec des enfants qui ne sont pas orphelins mais qui aimeraient bien parce qu'ils n'aiment pas du tout leurs parents. Donc c'est l'histoire de ces enfants qui essayent de vivre avec leurs parents. Je vois que Noémie se moque de moi, elle est de mon âge, mais tu es plus âgée que moi, donc voilà. La série suivante dont je vais vous parler, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors à nouveau, comme pour Boss Baby, il y a déjà eu un film à ce propos qui est sorti il y a plusieurs années. Et là, Netflix, il y a 5 ans maintenant, je pense, a décidé d'en faire une série. Et donc, on suit les aventures des orphelins Baudelaire, qui, eux, contrairement à la famille Willoughby, sont bien orphelins. Et ils se trouvent promenés entre différents membres de leur famille. Et surtout, ils se retrouvent poursuivis par un oncle qui veut mettre la main sur leur héritage. Donc, c'est l'oncle qu'on voit ici dessus. Donc la série, les épisodes durent une quarantaine de minutes. Elle a beaucoup de bons échos parce qu'il y a de très bons acteurs dedans, dont Neil Patrick Harris qui jouait Barney Stinson dans How I Met Your Mother et qui est surtout très connu pour son travail en tant que magicien et son travail plus Broadway, comédie musicale. Alors, le livre suivant dont je veux vous parler, je n'ai pas le livre, hélas, mais j'ai adoré le film et la série de livres, c'est À tous les garçons que j'ai aimés. Donc, les livres sont écrits par Jenny Han. C'est une trilogie, si je ne me trompe pas, et qui parle de Lara Jean, qui est une jeune fille un peu timide, un peu introvertie, qui a un gros béguin pour le petit ami de sa sœur, qu'elle connaît depuis des années. Et ce qui se passe quand elle a un béguin, c'est qu'elle écrit une lettre d'amour passionnée à cette personne, mais elle ne l'envoie pas. Et un jour, sa petite sœur décide d'envoyer toutes ces lettres à tous ces garçons. Et donc, ça a fait boule de neige et chacun vient la voir pour discuter de cette lettre. Et donc, le film était très bien fait, les livres sont bien faits. Il y a eu la suite qui est sortie il y a quelques mois, que j'ai beaucoup moins aimé. Mais voilà, donc je recommande à tous les garçons que j'ai aimés. Vous pouvez d'abord voir le film, lire le livre, il n'y aura pas de déception dans un cas comme de l'autre, sauf peut-être pour le deuxième film, comme je l'ai dit. Le film suivant dont j'ai envie de parler, c'est un film qui est sorti il y a aussi 6 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré, mais je vois qu'on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai appris très récemment que en fait, c'était un livre à la base. Le film s'appelle Dumplin, le livre s'appelle Miss Dumplin. Et donc c'est l'histoire de Willow Dean, qui est la fille d'une reine de beauté au Texas, dans une petite ville où tout ce qui compte, c'est les reines de beauté et le football. Et elle-même est en surpoids et n'aime pas du tout tous ces concours de reines de beauté. Et donc, c'est un peu son histoire de ce qui se passe quand c'est la période des reines de beauté. Et surtout, elle décide de s'inscrire, non pas spécialement comme acte de rébellion, mais juste, tiens, pourquoi pas, il n'y a rien qui m'interdit de m'inscrire. Et voilà, donc j'ai vu le film que j'ai adoré, j'ai lu le livre que j'ai adoré aussi. Donc je recommande de le voir et je pense qu'on peut le voir dans les deux sens.
ça, il n'y a pas de souci. D'abord le film, lire d'abord le livre, ça ne change rien. Donc voilà, ça c'était pour la catégorie des 7 ans et plus. Les 2 derniers sont plus pour un public plutôt jeunes adultes, mais voilà, Netflix l'a mis en catégorie 7+, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui empêche un enfant de 7 ans et plus de le regarder. Alors, le film suivant dont j'ai envie de vous parler, c'est Mowgli. Donc, Mowgli, vous connaissez tous ce nom. Mowgli, c'est le livre de la jungle. Alors, on pense d'abord à Disney, mais à la base, c'est quand même un livre qui a été écrit par Rudyard Kipling, qui... voilà, donc c'est le livre qui a inspiré le livre de la jungle de Disney et qui a inspiré Mowgli, le nouveau film sur Netflix. Je pense que lire ce livre, c'est un vrai chef-d'œuvre. Il faut savoir que Kipling est aussi un poète, donc ce qu'il écrit est très, très joli. C'est des belles phrases et tout ça, et ça vaut vraiment la peine de lire le livre. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à regarder l'un et pas lire le livre, et vice-versa. Voilà, donc il fallait quand même que je le cite. Le film suivant est un peu spécial, c'est Kissing Booth. Donc, je n'ai pas le livre en main, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que ce livre a été publié sur un site qui s'appelle Wattpad. Donc, c'est un site où les jeunes écrivains peuvent publier leurs livres tout simplement, et parfois ces livres ont tellement de succès que soit ils sont édités pour de bon, soit ils sont adaptés en film, soit même les deux. Donc c'est le cas pour Kissing Booth qui a été écrit sur Wattpad. Je crois qu'il a même jamais été publié par une maison d'édition plus traditionnelle, et Netflix a décidé d'en faire un film, et même le 2 va sortir cet été, je pense. Et donc là, c'est l'histoire de 2 meilleurs amis, une fille et un garçon, qui se connaissent depuis toujours, et qu'ils ont des règles dans leur amitié pour que ça fonctionne, dont une est ne pas tomber amoureuse du frère de l'autre. Et évidemment, c'est la fête du lycée. On fait un kissing booth, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une tradition américaine, je n'ai jamais vu ça ailleurs, où on peut vendre des bisous. Donc en gros, on est à son petit stand, on nous paye la somme demandée et on reçoit un bisou. Et ici, c'est comme ça qu'elle se retrouve à embrasser le frère de son meilleur ami et évidemment à tomber amoureuse de lui. Donc ça, c'est l'histoire. À nouveau, petit film léger. Là, je n'ai pas lu le livre parce que, comme je le disais, il est que sur Internet et je n'aime pas vraiment lire les livres sur Internet. Mais voilà, donc chouette livre à regarder, film à regarder. Alors, la série suivante dont je vais vous parler, c'est Lock and Key. Donc, Lock and Key, c'est une bande dessinée à la base et ils en ont fait une série. Donc, la bande dessinée, le scénario, c'est Joe Hill et le dessin, c'est Gabriel Rodriguez. L'histoire est très belle. Moi, j'ai vu la série et je suis tout de suite rentrée dedans. Faut dire que moi, j'adore les clés. Donc, une série Netflix avec des clés, ça me parlait tout de suite. C'est une mère et ses 3 enfants qui vont vivre dans la maison de famille du papa, qui vient de décéder, qui a été assassiné en fait par un de ses élèves. Et ils se retrouvent dans cette maison victorienne au fin fond des États-Unis, au milieu de nulle part. Et les enfants trouvent des clés magiques. Donc chaque clé fait un truc particulier. Et donc c'est un peu découvrir ce que font les clés, à quoi elles servent et tout ça. Après avoir vu la série, forcément, j'avais envie de lire la bande dessinée. Donc, j'ai tout de suite demandé à la bibliothèque d'avoir tous les tomes. Mais mon problème, c'est que je n'accrochais pas du tout au dessin de la bande dessinée. J'ai lu le premier tome, j'ai essayé de lire le deuxième tome, mais les dessins me rebutaient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel et subjectif. Après, vous pouvez... tout à fait accroché au dessin, hein, les goûts et les couleurs comme on dit. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la bande dessinée est vraiment, vraiment beaucoup plus trash que la série. Donc la série, ils disent 13+, moi je dirais la bande dessinée, elle est même 16 et plus, vu certains sujets qui sont abordés. Voilà, donc je conseille la série.
je conseille la BD à condition d'accrocher au dessin, ce qui n'était hélas pas mon cas. Alors, la dernière série dont je vais vous parler, qui est dans la catégorie 13 et plus, c'est Riverdale. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais Riverdale, à la base, c'est des comics, c'est les Archie Comics. Archie comme un des personnages de la série. C'est des comics qui ont été écrits dans les années 50, et on a évidemment Archie, Veronica, Betty et Jughead. Mais il faut savoir que la série et les comics, c'est pas du tout la même ambiance. Vraiment pas. Les comics sont beaucoup plus bon enfant, je dirais. Voilà. Et après la série, alors c'est une série un peu spéciale, je trouve. La première saison a été super chouette, puis maintenant ça devient un peu n'importe quoi. Les gens même regardent plus pour se demander jusqu'où vont aller les scénaristes. Mais voilà, moi Riverdale, c'est un plaisir coupable. Je l'avoue tout à fait, c'est un plaisir coupable parce que parfois ça n'a ni queue ni tête, mais je continuerai à regarder jusqu'au bout, je crois. Maintenant, je vais rentrer dans la catégorie des 16 ans et plus. Donc, et la première que je vais parler, c'est les nouvelles aventures de Sabrina. En fait, c'est aussi dans la série des Archie Comics. D'ailleurs, Riverdale se passe à Riverdale, Sabrina se passe à Greendale, qui est la ville juste à côté. Et si vous faites attention quand vous regardez la série, il y a des petits... des petits trucs cachés où on peut voir, on voit un panneau qui annonce Riverdale et ce genre de choses dans Sabrina. Et donc voilà, c'est le même univers. Donc les fans évidemment se demandent quand est-ce que les deux univers vont fusionner et qu'on va les voir ensemble. Alors, ici, Sabrina, la série est à partir de 16 ans et les comics aussi sont à partir de 16 ans. Moi, quand j'ai appris qu'ils allaient refaire des Sabrina, j'étais toute contente parce que je suis une enfant des années 90, donc j'ai regardé la série Sabrina l'apprentie sorcière et c'était très mignon, c'était chouette, c'était drôle et tout ça. Et donc, je me suis dit, tiens, ils vont en refaire un, c'est intéressant. Et puis là, je vois les images et je me dis, mais ça n'a rien à voir. C'est très sombre, c'est interdit aux moins de 16 ans, je ne comprends pas trop. Et en fait, il faut savoir que le comics est aussi sombre que la série, voire plus. Je crois même que dans la comics, Sabrina et ses tantes sont cannibales. Donc, voilà. Dans la série, ils en parlent un petit peu, mais c'est pas aussi fort que dans les comics. Alors, le livre suivant dont je vais vous parler, c'est aussi un qui a beaucoup fait du bruit, c'est 13 Reasons Why, donc 13 raisons pourquoi. Celui-là, j'ai d'abord regardé la série. Donc la saison 1 est basée sur le livre tout simplement. La saison 2 et 3 et 4, c'est des extrapolations des gens qui ont créé la série. Donc c'est une série qui a fait beaucoup de bruit et qui est très... qui a fait beaucoup de bruit pour des bonnes et des mauvaises raisons. Parce que ça parle de suicide, ça parle de viol, c'est un peu fort comme histoire. Donc il faut le prendre en sachant ce qui va se passer et il y a eu toute une polémique autour du fait que ça romantise le suicide, ce genre de choses. Donc quand il faut le regarder, c'est bien qu'il soit à partir de 16 ans et il faut prendre les choses avec du recul. Alors ce qui est bien, c'est que les créateurs de la série ont mis en place des outils, un site internet et ce genre de choses pour pouvoir regarder la série sans avoir de problème par rapport au suicide et ce genre de choses. Bref, tout ça dit, maintenant je vais vous parler du livre et de la série. Donc j'ai bien aimé le livre, j'ai bien aimé la saison 1. La saison 2 ressemble plus ou moins à la saison 1, mais ça ajoute des éléments qui sont censés s'être passés dans la saison 1, mais qui, je trouvais, et d'autres de ce que j'ai lu, ne collaient pas à l'histoire, à la première histoire. Si la saison 3, je l'ai commencée et à nouveau, je trouvais qu'on perdait du premier livre, enfin de la première saison et donc du livre. Donc voilà, je vais quand même regarder parce que c'est pas un plaisir coupable comme Riverdale, mais j'aime bien aller au bout des choses, donc je vais le faire. Mais voilà, donc moi je conseille vraiment de lire le livre et à nouveau
de faire attention, de prendre du recul quand on lit ce genre de choses. Alors, la série suivante, à nouveau, j'ai pas le livre, c'est Umbrella Academy. Donc ça, c'est un comics à la base de Gérard Way et Gabriel Bá. Donc c'est une histoire un peu particulière où on a... ça se passe en octobre 89. Il y a le même jour une quarantaine de femmes dans le monde qui accouchent d'un enfant alors que 5 minutes avant, elles n'étaient même pas enceintes. Et un multimillionnaire américain décide d'adopter un maximum d'enfants et réussit à en adopter 7 pour faire une bande de super-héros parce que ces enfants, non seulement ils naissent bizarrement, mais en plus ils naissent avec des super-pouvoirs. Et la série commence, c'était en 89, on a 28 ans plus tard, quelque chose comme ça, et à la mort du papa adoptif des enfants. Et on retrouve les 5 derniers enfants adultes maintenant qui vont discuter de ce qui se passe par rapport à la succession parce qu'ils se sont tous un peu perdus de vue. Alors, je n'ai pas lu les comics encore. C'est sur ma liste des choses à lire. J'ai vu la série, j'ai adoré la série, ce côté un peu comics, ce côté un peu spécial et tout. Et j'attends avec impatience la 2e saison qui va arriver incessamment sous peu. Si je ne me trompe pas, c'est fin du mois ou au mois de juillet, parce que ça se finit sur un énorme cliffhanger. Donc voilà, j'ai bien hâte. Le livre suivant dont je vais vous parler, c'est La Vague. C'est une série qui va sortir ou qui vient de sortir, ça s'appelle Nous la Vague, c'est une série allemande. Alors là je triche un peu parce que c'est pas vraiment basé sur ce livre, c'est basé sur une expérience qui a été faite dans les années 60-70 dans une école en Allemagne sur la montée du pouvoir tout simplement. Donc comment un parti politique peut prendre le pouvoir facilement. Donc cette expérience, on en a fait un film après, on en a fait le livre et maintenant on va faire la série. Enfin, Netflix fait la série. Donc ça se passe... voilà, et je me suis trompée, c'est les années 70 aux États-Unis. Donc tout simplement, un prof décide de montrer comment la montée du nazisme a pu être possible à ses élèves en créant son propre parti totalitaire, La Vague. Et évidemment, ça a des rebondissements, même des répercussions sur toute l'école. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. J'ai adoré le livre, j'ai hâte de voir la série. Surtout que ça se passe en Allemagne, donc c'est intéressant vu que c'est quand même en Allemagne, c'est quand même suite au nazisme que cette expérience a été faite, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. La série suivante que j'ai, c'est une mini-série. Alors j'ai déjà parlé de cet auteur plusieurs fois parce que c'est rien à faire, c'est une de mes auteurs préférées, c'est Margaret Atwood avec Captive. C'est l'histoire d'une jeune femme en 1873 qui est accusée de meurtre au Canada. Et donc on est plusieurs années plus tard, alors qu'elle est en prison, et qu'un psychologue essaye de comprendre, donc on est au tout début de la psychologie, essaye de comprendre si elle est coupable ou pas. Et donc j'ai lu le livre, j'ai vu la série, j'ai adoré les deux. Le livre est un peu difficile à lire, je dirais, étant donné que c'est un style qui essaie de ressembler à ces années-là, donc fin du 19e siècle. Donc il ne parle pas exactement comme nous. La série est beaucoup plus facile à lire. Pour revenir sur La Vague, je vois que Noémie me dit que le film est très bien aussi, mais le film, je ne l'ai pas vu encore. C'est sur ma liste. Je crois même que j'ai le DVD. Enfin bref, voilà. Donc Captive, un très bon roman, une bonne mini-série. Alors ici, c'est vraiment une mini-série. Il n'y aura plus jamais de suite. C'est juste faire un film autour de ça était peut-être un peu ambitieux étant donné qu'il fallait couper beaucoup. Donc ils en ont fait une mini-série, ce que je pense être une bonne idée.
Alors, ils viennent de... Enfin, il y a quelques mois, ils ont sorti Dracula. Donc, voilà, une série sur Dracula de Bram Stoker, évidemment, qui est un de mes livres préférés. Je n'ai pas vu encore la série, mais j'en ai entendu de bons échos, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc Bram Stoker, même si c'est une grosse brique, son livre, je le conseille très fortement parce qu'il est vraiment très très intéressant, ainsi que le film de Coppola qui est sorti dans les années 90. Alors, il est très kitsch, il n'est pas exactement comme la fin, dévie très fort de la fin du livre, mais je trouve qu'il en vaut la peine. Moi, je l'aime beaucoup, malgré son côté kitsch. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du sorceleur. Alors, qu'est-ce que le sorceleur? Ça vous dit peut-être rien, mais si je dis The Witcher, là, ça vous parle. The Witcher, forcément, moi, j'ai vu la série quasi tout de suite parce que c'est basé sur un jeu vidéo et j'adore les jeux vidéo, même si c'est pas un jeu auquel j'ai joué spécialement. C'est une ambiance que je connais et que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est basé sur toute une série de livres, Le Sorceleur. Donc il y a d'abord les livres qui sont sortis et il y a vraiment beaucoup de tomes. Là, j'ai en main le 6e tome, mais il y en a plus que ça, je dirais une dizaine. Et puis ils ont fait le jeu vidéo et puis ils ont fait la série. Alors ce qui est marrant, c'est que la série se base physiquement un peu sur le jeu vidéo et du coup, parce que c'est la première représentation graphique qu'on a eue de cette série. Et donc en fait la série en livre a eu beaucoup de succès à sa sortie. Et donc voilà, c'était juste un petit rappel qu'en fait The Witcher c'est des livres. Ensuite, on a une autre série qui est sortie, elle, c'était il y a un an maintenant, c'est les Chroniques de San Francisco. Alors, à la base, c'est un feuilleton, donc c'était des petites chroniques, vraiment, des chroniques dans les journaux de Maupin, et ça se passe dans les années 70. 60-70, on a des histoires de plusieurs personnes à San Francisco. C'était une ville particulièrement libérée à cette époque d'un point de vue d'homosexualité, d'hippie, de ce genre de choses, même de race. Donc voilà, donc ils en ont fait une série dans les années 80-90 que j'ai vue il y a plusieurs années. Bon, pas à leur sortie évidemment, j'étais un peu trop jeune, mais plus tard, adolescente, que ma mère m'a montré. Et là, Netflix en fait a décidé de sortir une saison 20 ans plus tard. Et donc on retrouve les mêmes personnages, mais plus âgés et les quelques générations plus jeunes sur comment c'est la vie maintenant à San Francisco. Donc voilà, donc si vous voulez vous lire les livres d'un point de vue plus historique du coup, et puis regarder la série pour voir quelque chose d'un peu plus contemporain. Alors maintenant, je vais vous montrer Orange is the New Black. Alors là, voilà, c'est la couverture, c'est l'image de la série. Moi, j'ai commencé par regarder la série, puis j'ai lu le livre en plein milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série a pris beaucoup de liberté par rapport à l'histoire de Piper, la personne originale qui a vécu cette histoire, parce qu'en fait, à la base, c'est une autobiographie. Donc voilà, mais malgré cela, en fait, l'auteur a travaillé sur la série jusqu'au bout. Donc ce qui est représenté reste vrai par rapport à son histoire, à son vécu. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant à lire, mais c'est évidemment pas un roman, c'est une autobiographie, donc c'est un peu différent à lire, mais voilà, c'est assez... ça ouvre les yeux sur le système carcéral aux États-Unis en tout cas, et j'imagine qu'il y a beaucoup de points communs avec le système carcéral en Belgique. Et voilà, donc je le conseille vraiment, le livre et la série, très bien tous les deux. Voilà, c'est le dernier livre que j'ai en vrai, les autres, je vais devoir vous faire appel à votre imagination. Très récemment, ils ont sorti Transperce Neige. Alors, vous remarquerez que généralement je dis les noms en anglais, mais là je le dis bien en français parce que c'est une bande dessinée française à la base, donc de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette,
qui est sorti il y a 25 ans, quelque chose comme ça. Donc le transperce-neige, l'idée c'est que la Terre a gelé. Voilà, dehors il fait des moins 90 degrés Celsius. Et tout ce qui reste de l'humanité se retrouve dans un train, le transperce-neige. Et donc c'est un train qui a 1001 voitures. Et dedans on a la première, deuxième et troisième classe. Et tout au bout, à la queue du train, on a les gens qui ont réussi à s'incruster dans le train en dernière minute. Il y a donc eu la bande dessinée qui est sortie, puis on en a fait un film avec Chris Evans, et puis maintenant on en fait une série. Alors le film s'éloigne de l'histoire du comics, c'est la même idée mais c'est pas vraiment la même histoire, tandis que la série reprend plutôt la même idée où il y a un meurtre dans le train et on va chercher quelqu'un qui se trouve dans la queue du train pour résoudre le meurtre parce que c'était un détective criminel à la base. Donc c'est très intéressant, c'est une dystopie en quelque sorte, j'aime bien les dystopies, et puis il y a tout ce côté un peu des discussions sur les classes, parce que on vit dans une société avec des classes, et là c'est vraiment bien, le fait que ce soit dans un train, c'est linéaire, c'est beaucoup plus représentatif de la façon dont on est enfermé dans nos classes. Voilà. Et enfin, le dernier livre, la dernière série dont je vais vous parler, c'est You. Alors, c'est une série qui est basée sur 2 livres de Caroline Kepnes, Parfaite et les corps cachés. Et c'est une série que j'ai adorée dès les premiers instants, parce qu'en fait, on suit l'histoire de Joe Goldberg qui travaille dans une librairie à New York. Et dans la première scène, il voit une fille qui rentre et tout de suite, il narre tout ce qu'il pense de cette fille, que tiens, elle fait son intéressante parce qu'elle porte des bracelets qui font du bruit, c'est parce qu'elle veut attirer les gens en faisant du bruit, qu'on la regarde, etc. Et en fait, au début, le discours paraît normal et puis tout d'un coup, on se rend compte que non, son discours n'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses. Et donc, il y a tout ce côté un peu... on est dans la peau de quelqu'un de dangereux, d'un prédateur, littéralement un prédateur. Et donc, il y a tout ce côté où voilà, on suit ses aventures, on sympathise avec lui, on s'identifie à lui, mais tout en se disant parfois genre « Ah mais non, mais attendez, c'est pas normal qu'il la pourchasse sur Facebook pour savoir ce qu'elle aime, qu'il aille l'espionner. » Et lui, par contre, il trouve que c'est des preuves de son amour pour cette fille. Donc voilà, c'est très tordu. Mais c'est une très 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 bonne série. La saison 2 est sortie il y a quelques mois et je pense qu'il y a une saison 3. J'espère qu'il y a une saison 3 parce que la saison 2 se finit de manière très intrigante, on va dire. Et voilà. Et donc à la base, c'était ces 2 livres, Parfaite et les corps cachés. La saison 1 suit le premier livre, la saison 2 le deuxième livre. Donc s'il y a une 3e saison, ce sera à nouveau les créateurs de la série qui vont extrapoler sur l'histoire de Caroline Kepnes. Voilà, alors ici, j'ai beaucoup parlé, je vous ai présenté une bonne vingtaine de livres et pourtant ça représente même pas 50% des livres adaptés par Netflix. Il y a plein de Stephen King par exemple qui ont été adaptés par Netflix. Il y a Bird Box qui est un livre à la base. Donc voilà, ce qu'il y a de bien avec Netflix, c'est que quand on est sur la page du média, ils vous disent quand c'est inspiré par un livre. Donc si c'est dans ce cas-là et que vous préférez lire avant de voir, renseignez-vous. Peut-être qu'on a le livre à la bibliothèque et que vous pourrez le lire avant de voir le film ou la série. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de voir des séries, des films ou de lire des livres que je vous ai présentés. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu plusieurs moments où on a réagi parce qu'on les lit ou on les regarde ces séries-là. Voilà. Je me demande même s'il n'y a pas certaines séries ou certains films qui vous ont étonné, genre je ne m'attendais pas à ce que ce soit un ouvrage de papier à la base. Voilà.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous n'avez pas été pris sous l'orage. Moi, j'ai eu un peu peur de devoir faire le live dans le noir parce qu'il fait si sombre ici. Et je vous dis à bientôt. Le prochain live, ce sera comme d'habitude le samedi avec les réveils en poésie. Et la semaine prochaine, on a un live avec les lectures de vacances. Au revoir tout le monde.